bonsoir à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Washington DC, l'émission qui vous parle de la politique américaine dans tous ses états et en français, parce que nous sommes français. Quoique ce soir, celui qui m'accompagne, Is No Good, se trouve en Norvège. Alors, comment as-tu échappé à la canicule grâce à ton VPN, dont on ne donnera pas le nom puisque ce n'est pas une sponsor? Malheureusement, il ne permet pas d'échapper à la canicule, mais il permet d'échapper au problème de Discord. Ouais. Bonsoir Nemo, Ouais, bonsoir. bonsoir à tous. Parce que figurez-vous que cette émission, on a failli pas la faire parce que Is No Good, Discord refusait ta connexion à moins que tu viennes de Norvège. Écoutez, ce sont les mystères de ce genre de logiciel. Je salue aussi, tiens, avant qu'on commence l'émission avec notre fidèle assistant Craig, Now recording. comment dire, le plugin Discord qui nous permet d'enregistrer, qui est avec nous à chaque émission, on le salue. On va donc faire le tour de l'actualité américaine pour une dernière fois pour cette saison. Et bon, ça fait un peu plus d'un mois qu'on l'a pas fait, et il y a eu quand même pas mal de choses. Alors on a été un peu KO avec la canicule, mais on a quand même noté pas mal de trucs. On a beaucoup parlé de la Cour suprême dans les derniers épisodes, parce qu'effectivement, ils étaient au centre de l'actualité. On va en parler, bien entendu. Mais peut-être qu'on va commencer cette fois-ci, pour une fois, par les démocrates, les primaires démocrates. Et on va commencer sans doute par ce qu'on peut appeler pas forcément une catastrophe, mais en tout cas un peu une déconvenue pour les démocrates. Est-ce que tu peux nous parler du candidat Graham Plattner dans le Maine, d'autant que là, on parle d'une élection pour le Sénat, donc une élection un petit peu fondamentale pour les démocrates, c'est une élection qui va être très difficile pour eux, puisqu'ils ont 4 sièges à gagner dans une carte électorale qui est vraiment pas fait pour eux. Le Maine était notamment l'une des possibilités de gain, et ben on peut dire qu'ils n'avaient pas forcément choisi le bon candidat au tout début. Est-ce que tu peux nous en parler de ce Oui, monsieur Graham Plattner? alors Graham Plattner, c'est un ostréiculteur euh, qui a un passé, bon, c'est un vétéran de l'armée, donc il a un passé militaire et également comme, enfin, on va dire, oui, on peut dire mercenaire, hein, puisqu'il a travaillé pour Blackwater. Ce qui est pas, voilà, ce qui est Pas des pas un gentils, hein, super clairement. gage pour le bassiste. Pendant il était dans l'armée, donc il s'est fait faire un tatouage parce que ça se faisait à l'époque. Il s'est avéré que ce... Alors, c'est pas un Non, non, tatouage, je c'était un t'aime maman, tatouage. Tiens, je vais clairement. faire une tête de mort. Une tête de mort qui ressemble beaucoup à un symbole SS. Bon, voilà. Voilà, il Voilà. s'est pas trop Dans le posé plus de grand des cas. questions jusqu'à très récemment où quand même, bon, il y a des gens qui se sont posé des questions voilà. C'est c'est la phrase d'Emmanuel Barré, ça. Si vous avez des questions, posez-les à vos proches, et si vous Oui, n'avez pas de proches, tout à fait. posez-vous des questions. Et voilà. Non, mais C'était un c'était candidat un un peu candidat un peu atypique. Alors, atypique, qui faut un avait... peu expliquer comment on se retrouve avec ce candidat. C'est que Susan Collins, donc la sénatrice républicaine du Maine, elle est là depuis un moment. Elle en a son 5e mandat, je crois, au moins. Et voilà. à Ouais. dire ça. On Et en corrigera fait, s'il faut. ben, elle est quand même assez difficile à battre. Elle a une image modérée, enfin, une image plus que la réalité, en fait. Et pour tout dire, voilà. Alors, c'est surtout que c'est une républicaine dans un État fondamentalement démocrate. C'est un peu une anomalie à notre époque, qui est très polarisée. C'est-à-dire que c'est assez rare, les élus. On parlait de Joe Manchin à une certaine époque, en Virginie occidentale, et elle, c'est un peu pareil dans l'autre sens, avec un style un peu différent. C'est ça. Le Maine a une tradition de républicain modéré. Et d'ailleurs, le deuxième sénateur est un indépendant, bon, qui est dans le groupe démocrate, mais officiellement indépendant. Euh, donc, Susan Collins a eu des élections qui étaient censées être difficiles, où elle avait eu des opposants qui étaient très bien financés et qui auraient dû la battre et qui l'ont pas battue. Donc, en fait, cette année, ça se bousculait pas vraiment. Et en fait, la plupart des candidats un peu sérieux, ils ont préféré aller se présenter pour le poste de gouverneur, qui était vacant à cause
des limites de cumul de mandat. Il n'y avait pas grand monde. Alors, le chef de la majorité, enfin, pardon, le chef des démocrates au Sénat, donc Chuck Schumer, a essayé de recruter la gouverneure démocrate en place, qui ne pouvait plus se représenter donc comme gouverneur. Mais bon, elle traînait des pieds, elle n'avait pas trop envie d'y aller. Et puis, elle avait 78 ans. Et voilà, Oui, ce qui est voilà, alors on en reparlera justement de voilà. l'âge des Et sénateurs un peu plus loin, mais grosso modo, Graham Platner s'est imposé voilà, c'est dans ça. un Et territoire donc, un peu vierge, quoi. comme en fait Janet Mills, qui était la gouverneure, elle a mis très longtemps à annoncer officiellement sa candidature. Et comme à côté, personne n'y allait, alors l'histoire est un peu compliquée, mais en gros, il y a des consultants qui ont repéré le profil de Graham Platner. C'était l'image qui se faisait d'un progressiste proche des classes populaires. Sans aller jusqu'à la caricature, est-ce qu'il avait pas un peu une image de François Ruffin avec plus de Ouais, muscles et de il y a, il y a- testostérone, quoi? il y a de ça en fait. Il y a un peu de ça. Et le truc, c'est que ils ont pas trop creusé. Bah, c'est comme ça qu'on se découvre au bout de quelques semaines de campagne que le candidat a un tatouage nazi, ce qui est un peu gênant. Et puis plus tard, on va découvrir d'autres choses plus gênantes, euh, Des affaires de VSS, quoi, voilà, grosso modo. voilà, euh, Il a voilà, frappé, non, non, je sais plus s'il y a il y a des frappages, mais il y a des histoires de violences, sexistes et sexuelles sur ses différentes partenaires. voilà, Ça a tenu une fois, il a tenu sur le tatouage nazi, c'est passé, on va dire. Sur les voilà. premières accusations, c'est un peu Mais, passé mais, parce mais qu'il y sur avait voilà. pas, Mais sur la dernière accusation, dernière accusation, c'était très sérieux. Et il se trouve qu'il y avait un timing qui était ultra serré, c'est-à-dire qu'il a gagné la primaire. Entre-temps, Janet Mills avait abandonné. Donc en fait, il a fait 78% dans la primaire. Et Mills a fait 20%, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il y avait l'affaire est sortie genre à une semaine de la date limite pour retirer sa candidature. Et donc, ce qu'il a voilà. fini par faire. Bah oui, donc du coup, il y a une pression énorme et il fallait qu'il retire sa candidature avant le 13 juillet. Et à ce moment-là, s'il le faisait, le Parti démocrate du Maine pouvait désigner un autre candidat de remplacement. Euh, Et ça fait un peu mal pour les démocrates parce qu'en fait, c'était une personnalité qui était soutenue par l'aile progressiste des démocrates. Et au bout d'un moment, ce qui l'a fait abandonner, c'est que même ses soutiens progressistes ont fini par voilà. le lâcher petit à petit. Et ça, je crois qu'un des derniers, c'était Bernie Ouais, Sanders. voilà, Euh, c'était le clou dans le cercueil de la candidature. Bon, voilà, quand Sanders l'a lâché, voilà, c'était cuit. Ouais, Mais si tu veux, une des anecdotes moi, que j'ai sur Graham Platner, c'est. Alors, moi, j'ai un algorithme YouTube qui contient des clips de campagne, parce que moi, j'aime bien regarder les clips de campagne américains. Ça me fait. Je trouve que c'est un objet intéressant et rigolo à la fois. Et j'étais tombé justement sur des vidéos de Graham Platner, parce qu'il faut le dire aussi, on parlait de François Ruffin, mais la vraie différence, c'est que lui, sait faire du contenu pour les réseaux sociaux. Et il y avait. Enfin, je parle de Graham Platner, et il y avait des trucs où, genre, il était dans un bar avec une vieille républicaine et il allait le convaincre de voter démocrate et tout. Il avait une vraie image de gars qui y va, qui a peur de rien et qui va un peu bousculer les choses. Et du coup, en fait, tout ça s'est effondré parce que, comme tu l'as dit, ils n'ont pas fait de background check. ouais, Ça me paraît dingue quand même, parce qu'on parle d'une candidature pour le Sénat, donc c'est quand même un des trucs les plus importants des midterms et ils n'ont pas fait une vraie étude avant. Et là, du coup, ils se retrouvent à devoir organiser un peu ouais. dernier. Et En dernier ouais, délai, une deuxième primaire on sent par contre que le précédent Kamala Harris pèse assez fort. Et donc, en fait, les dirigeants du Parti démocrate du Maine, ils auraient pu tout simplement nommer un candidat et puis c'était fini, hein. voir la deuxième, voir la personne, la deuxième, la gouverneure sortante. Oui, ouais, sauf qu'en fait, elle a vraiment pas envie d'y aller. Je dis, je veux pas y aller, je veux pas y Voilà. aller. Et donc, mais il se trouve que comme ils avaient plein de monde pour le poste de gouverneur, et ben, du coup, il y a des gens qui sont disponibles.
et qui finalement se disent qu'ils ont leur chance. Et donc, Et du coup, ils font comment? Parce que j'ai pas suivi, ils vont faire une en primaire fait, interne alors, en ou? fait, ils font des élections de délégués. Ils font des Ah oui, sortes, c'est voilà, vrai, ils font des élections de délégués au niveau local et ils vont élire, donc au total, ils vont avoir 300 délégués qui vont se réunir et qui vont voter pour désigner un candidat. ouais, donc ça a quand même un Et vernis démocratique, on voilà, va dire. c'est une mini-convention en fait. Ils font une mini-convention du Parti démocrate du Maine. OK, et Alors ben, voilà, bon courage aux voilà. démocrates du Maine, pour le coup. Ceci dit, il y a quand même un favori qui s'appelle Troy Jackson, euh, qui est, euh, qui est l'ancien président du Sénat du Maine et qui avait fait, je crois, troisième sur la primaire démocrate au poste de gouverneur. Après, Après, voilà, il se tenait à 4 autour de 20% dans la primaire de gouverneur. Donc, bon, OK. Mais du coup, ce qui quand même s'avère une mauvaise nouvelle du coup pour la gauche progressiste, puisque c'était un de leurs Mm. candidats. Alors du coup, on ne sait pas ce que va donner le nouveau candidat, démocrate. Après comme je disais, l'environnement est tellement polarisé et elle en est quand même à son 5e ou 6e tour de manège, Susan Collins, qu'il y a quand même des chances qu'elle finisse par perdre, sur ce coup-ci. Voilà, Heu, d'autant qu'il y a eu un nouveau meurtre par un agent de Ice, oui. l'ICE dans le Maine, justement. Ça vient juste d'arriver. Et alors, il y a eu un petit débat apparemment entre les candidats démocrates à la convention. Ils étaient tous focalisés là-dessus. Donc, Bah, oui, voilà. oui, c'est électoralement. De toute façon, c'est un homme est mort, et voilà. Et pour le coup, c'est un Mm. innocent, comme Mm. souvent avec Ice. On va pas revenir sur Ice parce que sinon, il Ouais. faudrait aussi Ouais. parler des prisons torture, qui sont aux États-Unis. On est de retour en Mais 1933. voilà, Ah, mais ceci dit, a priori, ça devrait se régler hein, sur le Maine. Euh, bon, a priori, le parc. disons qu'on a affaire Voilà, à des gens raisonnables, voilà, des c'est adultes dans la ça. pièce, quoi. C'est ça. On a affaire à des gens raisonnables qui ont aucun intérêt à ce que les choses se passent mal. Et enfin, le candidat le plus, qui est pressenti, il est suffisamment à gauche pour plaire à tout le monde. Donc, ça de. Eh ben, écoute, Voilà. on va souhaiter bonne chance aux démocrates du Maine parce que j'avoue que c'est vrai que le poste de Suzanne Collins, c'est un peu j'ai plus le terme. C'est un truc qui revient tout. C'est un peu comme le sparadrap du Ouais, c'est capitaine ça. Haddock, quoi. C'est vraiment Tous les 6 ans, on se dit, elle va enfin sauter. Et pour l'instant, un peu comme le Texas, un peu comme le voilà. virage démocrate du Texas. On l'attend, on le voit venir, mais on le voit jamais vraiment. En revanche, la gauche n'a pas fait que d'avoir une débâcle à ce niveau-là. Ils ont quand même gagné dans des primaires de d'autres États avec des candidatures progressistes. Malgré tout, est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît? Ouais, c'est un peu les suites de la victoire de Mamdani, de Zoran Mamdani New York, à le New nouveau York, maire ouais. de New Ouais, York. ouais. Alors, je vous encourage, je te fais une petite parenthèse, je vous encourage vraiment. Alors, je sais que c'est sur Nazix, anciennement Twitter, mais d'aller voir je crois qu'il doit être aussi sur Instagram ou TikTok, mais d'aller voir les communications réseaux sociaux de Zoran Mamdani. Il est C'est sur Blue même Sky. YouTube. Il est sur Il Blue est sur Sky, Blue bah voilà. Sky. Euh, comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller sur Nazix. Et du coup, de regarder vraiment les communications réseaux sociaux de Zoran Mamdani, c'est assez impressionnant. Comme même après la campagne, même une fois qu'il a été élu, le gars a une maîtrise de son message, a une maîtrise de ce qu'il veut faire. C'est une vraie leçon de politique et de communication, pour le coup, Zoran Mamdani. Mm. Oui, effectivement, extrêmement doué. Et il se trouve, il y a une partie importante de l'establishment démocrate qui ne l'avait pas soutenu au moment de la municipale et qui avait notamment soutenu Andrew Cuomo, qui était donc l'ancien gouverneur de New York, accusé de harcèlement sexuel et Hein, comme voilà. quoi, il y a un pattern avec Ouais, les non, hommes, hein. mais il y a un pattern, ouais. Et donc, là, donc, il y avait les primaires démocrates pour le Congrès.
Et donc, je crois qu'il y avait un siège vacant, et puis il y avait deux démocrates qui ont perdu leur primaire face à des candidats soit démocrates socialistes, soit soutenus par Mamdani, donc vraiment de l'aile gauche du Parti démocrate. Avec Voilà, avec des positions qui sont beaucoup moins pro-palestiniennes que, voilà, traditionnellement pro-israéliennes voilà. pardon, enfin qui sont plus pro-palestiniennes et beaucoup moins pro-israéliennes que traditionnellement le Parti démocrate et d'ailleurs ça s'est senti récemment lors d'un vote de budget où justement, la position pro-israélienne devient minoritaire aux États-Unis, très nettement dans l'électorat démocrate, de plus en plus dans l'électorat Mhm. indépendant, voire républicain. Donc il y a peut-être un vrai tournant, dans la politique américaine ou en tout cas dans la communication du soutien pro-Israël aux États-Unis. Ouais. Et ceux qui ont perdu, il y a notamment il y a un élu qui avait mené un impeachment contre Trump, qui était relativement à gauche quand même, sauf sur un point, Israël, et donc qui a perdu face à Brad Lander, qui est également un juif libéral, bah, comme il y en a beaucoup à New York en fait, mais qui lui par contre est beaucoup plus critique vis-à-vis de Netanyahou et de la politique israélienne. Et Brad Lander, voilà. On peut même parler de schisme, hein, sur Oui, cette oui, oui. question, au Parti Oui. démocrate. Ça paraît absolument dingue, mais enfin, on en a déjà parlé dans cette émission, mais il faut voir que le Parti démocrate, c'est un parti qui pourrait aller de LFI jusqu'au MoDem, c'est-à-dire que Mm. vous auriez des gens comme David Giraud qui discuteraient avec un gars du Non, MoDem, mais voilà. faut quand même se replacer dans le contexte de 2024, où on est au mois, alors je crois que c'est le mois d'août, c'est ça, août, au moment de la Convention démocrate, où en fait le Parti démocrate refuse qu'il y ait un, un Américain d'origine palestinienne qui s'exprime à la Convention. En fait, il y a même pas eu une personne qui a pu parler à la Convention pour s'exprimer au sujet des Palestiniens, quoi. 2024, Voilà. c'était pour la nomination de Kamala Ouais, Harris, c'est c'est ça. ça? Au moment de la nomination de Kamala Harris, le parti à ce moment-là, a complètement verrouillé le sujet, et, euh, et non, voilà, il y a pas il y a pas de débat, on est pro-Israël et c'est tout. Bon, Ça passe pas, quoi. Enfin, ça passe voilà. plus, quoi, surtout. Sauf que déjà à ce moment-là, au niveau de la base, ça passait pas trop. Et en fait, maintenant, bah, cette position pro-Israël, elle devient minoritaire, même au niveau des élus. Et au niveau de la base, vraiment, elle est. Voilà. Mmh. Et Oui, non, voilà. c'est et du coup, alors, on va pas dire que toutes les victoires, progressistes sont dues à cette position, pro-palestinienne ou anti-israélienne, Non, je sais pas parce que comment te le dire. sur New York, il y a aussi, il y a aussi par exemple, alors c'était le leader du caucus hispanique au Congrès, caucus démocrate, qui a été battu en primaire, parce qu'il avait soutenu Andrew Cuomo Oui, à la d'accord, municipale. on parlait Donc tout à l'heure, voilà, oui. donc disons que là-dessus, même Dany a fortement soutenu ses alliés pour régler quelques comptes, on va dire. C'est assez compréhensible. Donc il a gauchisé le truc, mais Voilà. voilà, c'est à la fois d'une victoire pour, Mm. l'aile gauche, on va Ouais. dire, du Parti démocrate, mais c'est aussi un renforcement du schisme parce que c'est-à-dire Mm. que plus l'aile gauche gagne, plus l'autre aile va ne pas le supporter parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne Mm. dans les grands Ouais. partis où il y a ça. Généralement, l'aile droite ne Ouais. tolère jamais, se Ouais. faire dépasser sur sa gauche. Euh, Mais on euh, suivra tout ça parce que l'important, ouais. ça sera en novembre, Mm. avec les midterms et les résultats des élections à la Chambre et au Sénat, donc on va pas faire de prédictions, mais Donc voilà, ça n'a pas eu lieu qu'à New York, hein, parce qu'à New York, effectivement, il y a il y a des considérations locales qui peuvent jouer, mais par exemple au Colorado, l'aile gauche l'aile gauche s'est très bien positionnée dans les primaires également. Euh, donc on sent que sur les derniers mois, il y a quand même une poussée. Alors, il y a le côté, il y a le côté Israël-Gaza. Il y a aussi
une volonté d'avoir une attitude plus offensive face à Trump également, et qui Oui, de joue. toute façon, tu peux plus avoir enfin, face à Trump, tu peux pas avoir une position conciliante de toute Ben façon, non, ni d'un côté ni de l'autre, hein. ben non, mais Mais, ouais, mais oui, ouais, effectivement, l'opposition à Trump reste, ouais. un des arguments moteurs. Donc, Je te propose ouais, vas-y, à moins que tu aies euh, encore quelque chose ouais. sur ces candidats progressistes? Alors c'est pas tout à fait fini parce que je crois que les dernières primaires sont en septembre, mais celle qui reste importante, il y a au Michigan, le Michigan où il y a une forte proportion de- d'Américains d'origine arabe et de musulmans. Et Ah oui, c'est voilà, vrai, on en avait parlé pour ouais. les présidentielles, ouais. Et donc ça peut jouer, ça peut jouer sur la primaire où il y a une opposition entre une candidate qui s'appelle Stevens, qui est plutôt pro-Israël, et un candidat qui s'appelle Al-Sayed, je crois, qui lui est assez fortement pro-palestinien. Euh, Il me semble qu'il a pas vraiment remporté le premier débat, ouais, Al-Saadi. il a, Il s'est un peu planté de ouais, mémoire. il s'est un peu planté dans le débat et on peut aussi supposer que ce qui s'est passé dans le Maine avec Platner peut un peu jouer contre lui, dans le sens où peut-être que l'électorat va chercher des candidats un peu plus sûrs et euh, Pour ouais, citer vraiment à droite du parti ouais. démocrate, c'est-à-dire John Fetterman, à quel point, enfin John Fetterman de Pennsylvanie, on se demande encore il est Mm. même démocrate tout court, Mm. et qui est très 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 Mm. pro-israélien. Il a tout de suite vu le truc en demandant des excuses à la partie progressiste. Enfin, Mm. ça devient vraiment. C'est pour ça que je parle un peu de schisme, c'est parce qu'en fait, bon, certes, Federman est une caricature de lui-même, mais ça peut, dans les années à venir, comme en France hein, d'ailleurs, devenir plus qu'un simple désaccord, on va dire. Ça peut Ouais, devenir ouais, un ouais. peu très Les fort. démocrates avaient mis ça sous le tapis en 2024, et ils pourront pas faire l'impasse dessus. Ouais. Même si rappelons que une population, ce que tu as parlé des populations arabes du Michigan, même si je pense que, comme tout le monde, on aura les yeux rivés sur les résultats des populations hispaniques. Oui. Puisqu'ils avaient fait un peu basculer l'élection présidentielle en 2024 en se rangeant beaucoup plus du côté de Trump que prévu. Et là, il semblerait que, voilà, avec entre les droits de douane et ICE et compagnie, Mm. il se pourrait qu'il y ait un retournement, ce qui serait assez, entre guillemets, rigolo, puisque les bidouillages électoraux avaient été faits justement en tenant compte de ça. Donc, on verra bien on verra bien ce que ça donne. Avant de retourner au Sénat, on va retourner, alors je ne connais pas l'adresse, mais de la Cour suprême, mais on va retourner à la Cour suprême parce que là, ça a été entrée, plat, dessert, alcool, tout ce que tu veux à volonté pour comment dirais-je, les ultra-conservateurs, les fachos, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, là, une nouvelle fois, cette Cour suprême s'est distinguée comme une des pires cours récentes, avec un nombre de décisions. Là, je les ai même pas toutes en tête. Oui, effectivement, il y avait la purge des agences fédérales. Du coup, est-ce que tu as deux, trois décisions comme ça qui te viennent en tête, qui sont absolument hallucinantes d'un point de vue du droit? Alors, il y a effectivement la purge des agences fédérales où, alors, normalement, il y a des règles pour les différentes agences fédérales, par exemple l'agence qui gère, qui surveille la bourse ou qui surveille les communications, l'équivalent un peu de notre Arcom, ou, enfin, des choses comme ça, ou enfin, différentes autorités de régulation. Il y en a certaines qui ont dans leur statut le fait qu'il doit y avoir, par exemple, tant de démocrates ou tant de républicains, etc. Enfin, une parité ou ce genre de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Trump a décidé de virer à peu près tout le monde. Euh, et autant pour les nominations, il faut que les nominations soient ratifiées par le Sénat. Autant se poser la question, est-ce que une fois qu'une nomination est ratifiée, que les personnes sont censées être là pour 4 ans, 5 ans, 10 ans, suivant le cas, est-ce que le président a le droit de les virer? Sachant que c'est plus ou moins être des agences indépendantes, hein. Et ce que la Cour suprême a dit, c'est oui.
en fait, le président fait ce qu'il veut, à part pour la réserve fédérale, où là, quand même, non, mais là, Le pognon, le voilà, pognon, le pognon. voilà, le pognon, l'économie, c'est sérieux, donc non, non, mais là, vous comprenez, le Congrès, quand il avait institué la réserve fédérale, il avait prévu une indépendance, machin, enfin, ce qu'il a prévu pour les autres agences aussi, hein, enfin, voilà. Ce qui se passe en pratique, c'est que tous les garde-fous ont sauté et Trump peut faire ce qu'il veut, virer qui il veut, à part à la Banque centrale, quoi. Ce Et c'est pas les seules décisions, hein, Non, non, parce non. qu'on Ouais. c'est un peu le problème de ce gouvernement et de cette Cour suprême. C'est-à-dire qu'il y a tellement trop dingueries à la seconde que tu as pas le temps de Oui. tout suivre, hein. Moi, Mais je pense notamment à enfin, des décisions sur en les fait, protections écologiques c'est du gouvernement Trump qui fait sauter des trucs qui datent de 50 ans. voilà, Enfin, c'est vraiment hallucinant. c'est une démolition cumulative des contre-pouvoirs, en fait. Et on peut dire ça comme ça. Mais mais il y a quand même une vraie question qui se pose. Déjà, c'est il y a la question de l'opinion publique, même si l'opinion publique n'influence pas vraiment la Cour suprême, de ce qu'on peut voir, ou en tout cas, vu la popularité de Trump, et je suppose que les décisions qu'ils prennent, bah, c'est pas forcément des trucs qui sont, voilà, comment dirais-je? Qui sont vraiment très populaires. Heu mais enfin vraiment, il y a des oui, il y a un moment donné, ça va leur tomber sur la gueule. Enfin, on en parlait déjà toi et moi, mais s'il y a une nouvelle, administration démocrate qui arrive un jour avec un minimum de pouvoir au Congrès, si sa décision numéro un, numéro 2, c'est pas de réformer en profondeur ou de restructurer complètement la Cour suprême ou de l'isoler dans ses décisions, c'est une perte de temps absolue. Cette Oui. cour, elle est perdue pour En, l'humanité. en Enfin fait, vraiment. faut regarder ce qui se passe actuellement en Hongrie. Où en fait vous avez le pouvoir enfin vous avez Viktor Orban et son parti qui avaient tout verrouillé. Euh, L'opposition a réussi à prendre la main et là ils sont en train de tout démanteler. Euh, Oui, oui, ils sont et en train de voilà. démanteler la télévision publique, ils sont en train de Ouais. démanteler, ils ont viré le président Ouais, oui, d'ailleurs, je crois, ça y est, ça y est, ils ont viré le président. Ouais. Et quelque part, c'est assez flippant parce que il y a zéro contre-pouvoir. Mais le problème, c'est que euh, quand vous trouvez face à un pouvoir autoritaire, à un moment, vous n'avez pas le choix. En fait, faut démanteler les outils qu'il a mis en place si vous voulez retourner à un système démocratique. Euh, et voilà. surtout là, on vous parle pas vraiment, parce que sinon, on prendrait des plombs, mais c'est vraiment toutes les décisions de cette Cour suprême Voilà. qui visent à ne serait-ce que favoriser les républicains dans les élections, Oui. qui a mis on en a parlé dans la dernière émission, mais qui a mis à bas les rares protections, contre la ségrégation électorale, mais vraiment et qui protège que l'économie, qui protège l'ego immense de Trump et ils sont enfin, je veux dire, l'histoire sera terrible, enfin, si on Ouais. l'écrit un jour, Et, mais l'histoire sera terrible sur ces 9 personnes, enfin, sur ces 6 personnes, parce qu'il y a 3 pauvres démocrates au ouais. milieu qui tentent de faire ce qu'ils veulent, mais voilà, quoi. Et en plus de ça, ça peut encore être pire. C'est-à-dire que il y a une des décisions, alors qui est tombée du bon côté, mais ça c'était attendu, c'est sur le droit du sol. C'est-à-dire, À une voix près, hein, voilà. à une putain de Alors, voix près. voilà, faut que j'explique un peu. Il y a le 14e amendement au moment de la guerre de sécession. Donc, il y a eu 3 amendements pour, en fait, abolir l'esclavage, donner le droit de vote et la citoyenneté aux Afro-Américains. Et en fait, ça s'est fait par le droit du sol, c'est-à-dire que toute personne qui était née aux États-Unis est citoyen américain. Sauf conditions restrictives qui sont en fait les enfants de diplomates, parce qu'ils ne dépendent pas de la juridiction des États-Unis. À l'époque, il y avait les Indiens, mais ça a été corrigé dans les années 20. Et le troisième, bon, c'est un cas d'occupation étrangère du territoire. Bon, voilà. Si le Mexique occupait le Texas, les Mexicains qui naîtraient au Texas ne pourraient pas être citoyens américains de droit. Bon, voilà.
Donc, ça risque pas d'arriver. Mais donc, il y a une situation, un amendement qui était très clair et qui avait été en plus jugé dans d'autres cas qui étaient fin 19e, au moment où il y avait un racisme anti-asiatique, et notamment anti-chinois. La Cour suprême à l'époque avait jugé que, ben oui, bien sûr, ça s'applique également aux Chinois qui sont nés sur le sol américain, ils sont citoyens américains et il n'y a pas de problème. Et là, on est sur une cour où il y a trois juges qui ont dit que oui, parfaitement, Trump pouvait par décret dire que les personnes étrangères nées sur enfin, les personnes nées sur le sol américain de parents étrangers n'étaient pas forcément américains. Et le quatrième juge qui dit oui, alors c'est pas possible par décret, mais le Congrès pourrait très bien le faire, et donc le Congrès pourrait revenir par une loi sur la Constitution, ce qui est une dinguerie en fait. Ah oui, non, c'est une Voilà. dinguerie Et complète. c'est évidemment, il y a toute la xénophobie et le racisme, euh, et il y a l'idée là-dedans en fait, alors c'est pas seulement que les enfants d'immigrés nés sur le sol américain ne seraient plus américains. Il y a l'idée derrière d'échange de nationalité. Oui, oui, Voilà. mais de toute façon, c'est la fainéantise Voilà. des politiques fascistes. Elles arrivent toujours à la même conclusion. Non, non, mais C'est, bon, on vire tout le voilà, monde. c'est un projet de suprématie blanche, hein. Ah oui, Voilà, il non, faut mais le dire clairement. clairement. Ah oui, c'est clairement ça. Et c'est surtout que là, en fait, on n'est même pas dans l'interprétation de la loi ou quoi que ce soit. C'est comment on va tordre les textes, comment on va Mm. tordre le truc pour que ça passe. Alors qu'au final, mais c'est là où tout est l'absurdité du truc. C'est que comment 6 couillons avec une robe de juges de Cour suprême peuvent à ce point-là, enfin vraiment. C'est pour ça, en fait, je me dis, à un moment donné, il faudra tout envoyer bazarder parce que tant que le grand public est en mode, ok, ils sont un peu justes, ils tapent un peu des deux côtés, mais là, c'est vraiment plus le cas et Mm. ça devient d'un niveau de vulgarité, de haine et de violence qui est hallucinante. Enfin, il y a chaque fois que moi je vois un truc sur la Cour suprême, c'est une dinguerie, quoi. Il y a c'est dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Genre vraiment les décisions, parce que là on a parlé des décisions xénophobes, mais les décisions transphobes, les décisions sur les droits électoraux, enfin c'est fou. Cette Cour suprême, vraiment alors je sais pas si politiquement ce serait payant, on va dire, mais il y a un moment donné où peut-être que les démocrates devront faire campagne sur comment ils abolissent le pouvoir de nuisance de la Cour suprême actuelle. Bah, alors, c'est discutable de savoir s'ils doivent faire campagne dessus, mais en tout cas, ils doivent le faire. Enfin, quand ils arriveront au pouvoir, s'ils font pas ça en premier, bah déjà, ça, Plutôt. ils pourront rien faire Ah, parce bon que tout courage. sera bloqué. Ouais. Voilà. Donc après, voilà, Non, mais il y a plusieurs façons de faire, hein. Il y a, pour le dire rapidement, soit vous ajoutez de nouveaux juges, oui. voilà, soit vous retirez le pouvoir à la Cour suprême de gérer les affaires constitutionnelles en créant une autre Cour constitutionnelle. Mm. Voilà, parce que Vous la rendez inutile, voilà, quoi. vous la rendez inutile. Parce qu'en fait, la Cour, à la base, elle doit arbitrer. Ce qui est là en Constitution, c'est qu'elle doit arbitrer les conflits entre États et les crimes concernant les ambassadeurs. Voilà. Voilà. Donc, Ce donc, serait bien qu'on en revienne à voilà, ça. donc ça, c'est dans la Constitution, vous ne pouvez pas leur enlever. Tout le reste, le Congrès peut faire des lois euh, pour leur retirer tout le reste de la juridiction. Mais ça fait partie des grandes Voilà. lois, comme de donner le statut d'État à Washington DC, ou ce Oui, genre de choses, oui, quoi. oui, effectivement. Voilà. Bah écoute, ce sera en tout cas notre mot de conclusion sur, en tout cas sur cette partie, en disant que voilà, si les démocrates ne font pas ça, eh ben ils ont rien compris et de toute façon ils se condamnent à court ou moyen terme. On va terminer quand même l'émission avec notre dernier sujet. C'est une mort inattendue. Moi, je vous avoue que je ne m'y... Probablement que Bah, lui aussi ne s'y attendait pas. on attendait C'est la mort du... Bon, alors, On attendait Mitch on McConnell, attendait la Mission. Alors, tortue. c'est pas très gentil,
Mais c'est vrai qu'on attendait Mitch Mais McConnell. Lindsey Graham Lindsey Graham l'a dépassé, donc c'est le sénateur républicain Lindsey Graham du pas du Caroline du Kentucky, Sud. de Caroline du Sud. Caroline du Sud. Kentucky, c'est Mitch McConnell. Mais donc qui était un sénateur républicain. Alors on va pas le pleurer, hein, parce qu'ici on pleure pas les fachos, mais c'est quand même intéressant de revenir un petit peu sur qui c'était. Et au final, alors c'est une triste nouvelle pour sa famille, mais c'est pas une très bonne nouvelle non plus pour les Républicains, puisqu'il était en campagne pour sa réélection. Alors certes, la Caroline du Sud, voilà, quoi, c'est pas non Ouais, bon. plus comme ça, mais c'était également un des artisans de la guerre en Iran actuelle, puisque c'est une des Mmh. personnes de mémoire qui avait été voir Netanyahou pour lui apprendre à convaincre Trump de se lancer dans cette folie. C'était un va-t-en-guerre absolu, Oui. quelqu'un qui changeait les règles quand ça l'arrangeait pas. Bref, le portrait du lâche et du traître, quoi. Je pense que tu seras d'accord. Ouais, alors ce qui est amusant, c'est que il n'a pas toujours été. Enfin, il a eu un peu plus de principe à une époque. Notamment, c'était un grand ami de John McCain et de Joe Biden à une époque, quand ils étaient au Sénat. Euh, et il avait fait notamment partie d'un groupe bipartisan de démocrates et de républicains centristes qui avait à l'époque empêché l'utilisation de ce qui s'appelle l'option nucléaire en fait par rapport à la nomination des juges. Bon, c'était d'autres temps, c'était au début des années 2000. Bon, il reste aujourd'hui plus aucun sénateur de ce groupe-là, à part Suzanne Collins. Euh, donc, en tout cas, bon, c'était un sénateur qui était un peu plus centriste à une époque. Par contre, il a toujours été va-t-en-guerre, hein. Voilà. Oui, il a toujours Ouais. été va-t-en-guerre, mais moi j'ai souvenir surtout d'un sénateur qui, au-delà de ce côté un peu centriste, était un anti-Trump et est devenu Voilà. pro-Trump du Ah moment où il oui, a été oui, oui. élu président Par contre, président, quoi. effectivement, c'était quelqu'un qui était très, très anti-Trump. Et bah, c'est un symbole intéressant parce que bah, il n'est pas le seul à avoir fait ça. C'est-à-dire que bah, il s'est couché, hein, tout simplement. Euh, Oui, au-delà de voilà. s'être couché, il a sucé, Oui, quoi. Enfin, non, mais vraiment, il a voilà, non, sucé, mais il a ouais. avalé goulûment, hein, Non, mais pour utiliser non, des termes un peu non, mais dégueulasses, mais c'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que quand Trump a pris le parti républicain, ben, les élus républicains, ils ont trouvé face à des choix. Donc il y en a quelques-uns qui ont décidé de résister et de parler des gens comme Liz Cheney ou euh, comment il s'appelait Adam. euh, euh, je l'ai pas ouais, là ouais, pour le ouais. coup. Oui, un autre. Ils étaient deux à la Chambre à faire partie du comité, Ah la oui, commission d'enquête sur le 6 janvier. Kinzerberg ou un truc comme ça, la Kinzerberg ou un truc Ouais, comme ouais, ouais. ça. Et donc voilà. Désolé, Donc, on se souvient plus de votre donc, nom. donc, il y en a quelques-uns très minoritaires qui ont choisi de parler, qui ont été complètement mis à l'écart. Il y en a qui ont décidé de faire profil bas et puis de suivre. Et puis, il y a ceux qui ont décidé de continuer à jouer un rôle. Et pour continuer à jouer un rôle dans un parti républicain complètement dominé par Trump, ben voilà, c'était se mettre complètement au service de Trump Ouais. et devenir Ah non, mais un Trumpiste bête et méchant, quoi. et il avait trahi sur d'autres choses. Je me souviens, je crois que Ouais, c'était dans les nominations de Cour suprême où les règles avaient changé. Il avait dit un truc, mais si jamais je trahis ça, repassez-moi la vidéo et enregistrez-moi. Et au final, tu ils ouais, s'en foutaient, quoi. Un peu comme Mitch McConnell se ouais, fout des règles du moment qu'elles ouais. vont dans son sens. Et, et, Et c'est pour voilà. ça, quand il est mort, j'étais en mode, Et en bah, en fait, fait, le pour truc, lui. c'est que Lindsey Graham, alors il y en a qui disent, ouais, il a soutenu l'Ukraine, mais en fait, il a toujours soutenu toutes les guerres. Donc, ok, Des fois, il tombait du bon côté. voilà, là, il est tombé du bon côté, mais enfin, il était pour l'invasion de l'Irak, il est pour bombarder l'Iran. Voilà, c'est. Et encore une fois, je le répète, hein, c'est une des principales personnes qui a influencé Trump de se lancer dans cette folie. Donc aujourd'hui,
s'il y a tous ces morts en Iran, s'il y a tous ces, même des morts chez les Américains, chez tous ceux qui Oui. sont engagés dans ce conflit, si le détroit d'Ormuz est devenu un chat de Schrödinger entre est-ce qu'il est ouvert ou est-ce qu'il est fermé, est-ce qu'il y a des taxes, il n'y a pas des taxes, si vous payez votre gazole à ce prix-là, c'est en partie de la faute de Lindsey Graham qui a tout ce sang sur ses mains. Et vraiment une tu as écrit ça, le symbole de la capitulation de l'établissement républicain face à Donald Trump, mais c'est exactement ça. Oui. C'est en fait pour moi Lindsey Graham, alors il a peut-être eu des choses un peu plus il y a quelques années, mais là dans ces dernières années, pour moi c'est le symbole de tout ce qui va pas chez un élu politique. C'est vraiment la capitulation, la corruption, le va-t-en-guerre, l'absence totale d'empathie et vraiment, moi, chaque fois que je l'avais entendu dans des débats ou dans des interventions publiques, c'est un mec détestable à écouter, vraiment. Alors, il est peut-être pas au Oui. niveau de Ted Cruz, mais Ted Cruz, c'est Alors, quand même très, 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 très élevé. c'était quelqu'un qui était un grand habitué des plateaux de télévision aussi, hein. Ouais. Voilà. Ouais, Enfin ouais. bref, voilà, Et c'était l'Instagram. Je sais pas si tu as un mot de plus à rajouter sur l'Instagram. alors, j'ai un mot de plus à rajouter parce que, juste si vous avez plus de 40 ans, c'est pas une mauvaise, Bonjour. voilà, c'est pas une mauvaise idée d'aller voir un cardiologue. Voilà, ça vous évitera qu'il vous arrive ce qui t'est arrivé à l'Instagram. Parce il devait aller consulter, et puis bon, il avait des voyages à faire, des trucs, bon, voilà. Donc il n'a pas pris le temps, et malheureusement, pour lui, il a eu une dissection aortique, c'est-à-dire que vous avez une grosse artère qui va au cœur et qui casse, et dans ce cas-là, vous y C'est restez. ciao. Voilà. Et bon, voilà. Personnellement, j'ai consulté un cardiologue, j'ai eu une opération qui m'a sauvé la vie. Donc voilà, j'en profite pour dire que Oui. voilà. N'hésitez pas, si vous atteignez un certain âge, n'hésitez pas à aller voir un cardiologue. Si tout va bien, vous êtes tranquille pour des années. Puis s'il y a un truc, ça peut vous sauver la vie. Donc voilà. Tout à fait. Et là, je suis en train pour vous donner les coulisses de l'émission, je suis en train de demander à JB de descendre pour la fin de l'émission. Alors, JB, c'est une des personnes, si vous n'écoutez que Washington DC, sachez que ça se fait au sein d'un petit collectif qui s'appelle À Gauche Toute, à AGT Network, sur Blue Sky. Et voilà, JB, on est l'un des membres fondateurs avec moi. Donc, voilà, c'était juste pour qu'il puisse venir d'ici la fin de l'émission. Puisque c'est déjà la fin de cette émission, c'est également la fin de cette saison de Washington DC. Je ne sais plus à combien de saisons on en est. Je vais regarder vite fait, ce que j'oublie à chaque fois. Je crois on doit être à la saison 6 de Oui, mémoire. oui, c'était la saison 6. La saison 6, c'est la fin de la saison 6. On termine sur un mort et on termine sur une Cour suprême en pleine dérive. Et on va faire quand même les choses qu'on a commencé à faire dans cette émission, c'est-à-dire on termine avec une recommandation culturelle. Voilà, si tu as une recommandation culturelle pendant que JB arrive, je t'en prie, JB, installe-toi, ton micro, je vais l'activer. Du coup, j'en profite pour faire ma Vas-y. recommandation. Oui, donc, si vous connaissiez Frédéric Sigrist, qui faisait pendant des années une émission qui s'appelait Blockbuster sur France Inter, qui est très Ouais. chouette, qui a malheureusement été évincé de France Inter comme d'autres, et Il s'est pas barré de lui? on lui a supprimé son Enfin, émission. on lui a dit de partir. On lui a On m'a supprimé, peut-être dit de on partir. lui a supprimé son émission. Donc, et Oui, voilà. voilà. Et depuis, donc, il s'est lancé sur une émission à lui, donc qui s'appelle Spin-off, qui est sur abonnement payant. Mais donc là, il entame la saison 2, mais par contre, la saison 1 est mise à disposition en accès gratuit. Donc, profitez-en. C'est ta reco. C'est ta Voilà. reco. JB, une petite recommandation culturelle après toute ta non-participation à l'émission. Et ben du coup, moi, ma recommandation, ce serait, parce que je suis retombé récemment dans For All Mankind, une série Apple TV, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui part du postulat uchronique comme quoi l'URSS aurait été les premiers à poser le pied sur la Lune.
Et à partir de là, c'est comment les Américains et la NASA réagissent au truc, qu'est-ce qui se passe et comment ça crée vraiment une timeline différente de celle qu'on connaît. Ça va très loin, il y a des changements de président, il y a vraiment, par exemple, il y a un détail à la con mais qui est très intéressant, c'est on voit des voitures électriques débarquer dès les années 80-90. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, mais c'est vraiment de se dire, ça a créé vraiment une course à l'espace et à l'intérêt qui s'est atténuée beaucoup moins vite. Ouais. Et pour la petite anecdote, j'avais téléchargé le truc en allant au Japon sur mon téléphone. Mais mon téléphone n'avait pas les moyens techniques de faire tourner le truc qui était trop bonne qualité, donc j'avais laissé le truc complètement de côté pendant un bon moment. Et j'avais trouvé le premier épisode assez austère, très intéressant, mais très austère parce que c'était vraiment très technique. On voyait vraiment les dessous de la NASA. Et on se rend compte en avançant petit à petit que c'est surtout une série à personnages en fait, et pas vraiment une série centrée sur la société. C'est vraiment, il y a évidemment de cet aspect en mode comment les gouvernements réagissent, quels sont les enjeux, mais ça tourne vraiment autour d'une douzaine de personnages assez importants qui reviennent, qui s'échangent des rôles. Par contre, vraiment, c'est très très tourné du côté américain. On voit à peine les soviétiques. Les soviétiques, c'est le mystère en mode, mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire, comment ils vont nous surprendre et comment on va se faire avoir. Donc voilà. Donc grosse reco, voilà. Mais n'attendez pas grand-chose du personnage de Karen, désolé. Le nom était prémonitoire, on va dire. J'y ai cru, et ne faites pas ça comme moi. Merci JB. Moi, je vais vous conseiller une série de 2 vidéos, mais qui sont bientôt une série de 3 vidéos, voire de 4 vidéos, d'un ami de GT, c'est Mr. Fox. Donc, c'est les vidéos sur Jean-Marie Bigard, parce que je sais pas si tu as eu l'occasion de les regarder, Is No Good, mais en tout cas, moi, je les conseille, parce qu'en fait, il revient sur toute la vie de Jean-Marie Bigard, on va dire de sa montée en puissance jusqu'à sa chute, et voilà, il lui fait pas de cadeau, mais en même temps il a une vraie fascination pour ce monsieur, et je trouve que c'est 2 vidéos d'1h30 et que ça passe très très vite. Voilà, je termine l'émission en te remerciant Is No Good pour cette 6e saison. Bravo à toi. Et on va terminer, j'ai bien peut-être par la petite présentation d'AGT. Donc AGT c'est Washington DC, mais c'est pas que ça, c'est d'autres émissions. Je te laisse peut-être les présenter. C'est des émissions qu'on fait avec nos moyens et nos ambitions, mais ouais, on a quand même essayé de step up un petit peu cette année. On a notamment on a tourné hier le premier numéro des Informels, qui est un talk show d'actu, bonne ambiance plutôt, avec des invités. Là, on a eu Mr. Fox et Fils de Pub. Mr. Fox qui a fait des vidéos sur Jean-Marie Bigard, je sais pas si tu es au courant, mais Et aussi, on a sorti le mois dernier Gauche Ones, donc un Hot Ones version politique avec la députée de Rennes Marie Mesmer et son comparse Victor Bayard. Lui aussi, tous les deux, ils sont conseillers municipaux de la ville de Rennes depuis les dernières municipales. Donc ils mangent du piment, ils racontent des trucs et ils souffrent. Et c'est rigolo de voir les gens souffrir. Est-ce que c'est pas un peu ça, la vie est partagée ? Voilà, et bien entendu AGT Network, c'est aussi un blog agt-network.fr dans lequel je poste un billet tous les 15 ans, mais j'y prends beaucoup de plaisir à chaque fois, un compte Blue Sky. Voilà, c'était un peu tout ça. On a un Ko-fi aussi, donc on va essayer de se servir plus régulièrement. Encore une fois, merci à toi Is No Good. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure cette dernière émission de cette 6e saison de Washington DC? C'est compliqué. Compliqué, mais ouais, moi faut y croire. Oui, Ouais, faut y croire. Je pense que euh, quand quand je vois ce qui s'est passé en Hongrie, je me dis que on a des régimes qui partent très à droite, très autoritaires, dont on se dit qu'ils tomberont jamais et que finalement qui se font balayer. Donc bon. En gros, tu veux dire que Marine Le Pen peut ne pas gagner la prochaine élection. Voilà, on peut Oui. dire ça. Voilà, on va se terminer sur cet espoir. Et on se retrouvera pour la 7e saison de Washington DC, dans lequel, je pense, dans le numéro 2, on parlera justement des midterms qui ont lieu en novembre et qui seront la première grande étape. Bref, ne lâchez rien, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Merde aux fachos, merde à l'extrême droite. Des bisous à tous. Salut! Salut.